le système solaire, mais enfin, c'est beau, quoi, voilà. Hein, c'est pas mal. Si, il y a quand même le soleil et il y a quand même la lune, voilà. Donc, visite dans le système solaire, alors voilà, donc je vous dis, ça va être... alors, est-ce qu'on ne peut pas décaler un petit peu? Donc, je suis embêtée parce que je vois les trois bandes. Ça me gêne beaucoup quand je regarde la lampe. Ça doit être les implants qui font ça. C'est quelque chose de très gênant. Parce que là la lampe, ça va comme ça, c'est assez haut pour vous? On est très bien. Non, mais on est bien. Faut pas changer. Non, on est en c'est bien. Voilà. Mais l'autre fois à l'exposition Dior, il y avait comme ça une salle avec ce genre avec des lampes blanches qui avaient l'air blanches, et moi j'étais comme ça parce que je tout en trois bandes, bleu, rouge et vert. Attends, là c'est quoi là? Ça fait. Pour vous, c'est bon ou pas? Ah bah oui, ça va très. Ah oui, bah voilà, ça va. Oui. Bon, donc les visites dans le système solaire, ben c'est le fait avec des techniques spatiales, donc on peut aller sur place. Hein? Alors, ce qui évidemment est extrêmement intéressant, parce que comme ça on connaît des choses qu'on ne peut jamais avoir autrement. Et alors, du coup, c'est à des rares cas où l'objet de notre science, nous les astronomes d'habitude, ça nous échappe, et là pour une fois on va sur place, enfin au moment où on va beaucoup plus près. Alors, est-ce qu'un jour on pourra aller vers des étoiles? Il y a des astronomes qui pensent que c'est pas possible parce que pour des tas de raisons, pour certaines raisons, parce que ça obligerait à les engins à aller extrêmement vite. Alors même si techniquement un jour ça devient possible, ils disent qu'à ce moment-là, la moindre poussière traverserait l'engin spatial, et que si on les blinde, etc., à ce moment-là, ça devient plus lourd, la masse est trop grande. Enfin, bon, maintenant, on ne sait jamais. Hein, voilà. Alors, l'ère spatiale, c'est très étonnant parce que ça a été très vite aussi. Hein. Ça a été vraiment très vite. Le premier Sputnik donc, a été lancé le 4 octobre 1957. Hein. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent on s'y attendait, c'est pas vrai. Hein. Ça a été la surprise. Ça a été la surprise générale. Alors, c'était évidemment en pleine période de guerre froide. Et donc il y a eu pendant très longtemps, il y a eu donc la concurrence, et c'est pour ça que les choses ont évolué très vite aussi, entre l'URSS et les États-Unis. Alors, en particulier, il y a un truc qui est assez intéressant, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, parce que bon, comme d'habitude, il y a un peu trop d'histoires de cabinet, comme dans les films, les Américains sont bizarres. Et c'est le film Les Femmes de l'ombre. Hein, et c'est un film qui raconte l'histoire de femmes noires qui travaillent à la NASA. Et alors on voit que le truc c'est attention les Russes, attention les Soviétiques, ils vont nous dépasser. Alors ça, je pense que ça c'était vrai. Hein? Bon, le fait qu'il fasse 20 minutes à pied pour aller aux toilettes, ça aurait pu être un peu plus rapide dans le film. Enfin. Mais non, mais on voit bien l'ambiance qu'il y a fait. Et alors évidemment, ça fait des choses assez étonnantes en fait. Hein. Bon, alors, très vite, tout de suite, les engins spatiaux sont utilisés pour des études d'astronomie. Tout de suite. Hein. Tout de suite, on va vers la Lune, voilà. La Lune devient l'objectif. Donc, le lancement de la sonde, alors il y avait déjà 2 sondes qui avaient été lancées vers la Lune, une qui s'était posée sur la Lune, hein, ça c'était Luna 3. Luna 3, donc, elle va de l'autre côté de la Lune, et elle transmet les premières images de la face cachée de la Lune. En 59. Alors, il y a quelques temps, il y a la NASA dans son site qui disait si vous voulez savoir à quoi ressemble la face opposée de la Lune, vous avez qu'à regarder sur notre site, on va vous montrer ça. Je dis, vous êtes gentil, mais enfin, ça fait 60 ans qu'on le sait, presque 60 ans qu'on le sait. Bon, alors évidemment, les qualités de la sonde soviétique, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on sait maintenant, évidemment. Alors du coup, à l'époque, je me souviens, les Américains, ils n'étaient pas contents, évidemment, et puis c'était vraiment perceptible. Hein. Et alors ils ont mis un sous-marin qui s'est passé sous le pôle. Voilà. Alors voilà, donc les premières photos de la face inconnue de la Lune. Alors voilà tout ce qu'on voit. Alors voilà, il y a le livre qui a été publié, ça a été publié par la station de Moscou. Alors, il est en vente, on peut le trouver sur Internet, mais il est très cher. Alors, j'attendrai une occasion plus propice, voilà.
Vous voyez, donc là il y avait des photos, mais ça c'est toujours avec, je sais pas, ils avaient des photos toujours avec un grain extrêmement. On n'a pas ici ce livre, on a ça. Peut-être, je ne sais Puis alors, ça leur a donné le droit de donner les noms. Ah, bien sûr. C'est ça qui fait enrager tout le monde, c'est que Vous avez tout à fait on a la maire de Moscou, par Oui, exemple, oui, alors, Marie Moscoviensis. Voilà, alors ils ont donné des noms aux cratères, etc., avec les savants soviétiques russes. Oh, pas seulement quand même, il faut être juste. Ils ont... Bah oui, mais il y a peut-être des trucs qui ont été découverts après aussi. Non, ils ont donné Einstein, ils ont donné beaucoup de choses qui n'étaient pas lui. Enfin voilà. Alors en 61, oui, ça va quand même très vite. On envoie le premier homme dans l'espace et on le ramène. Alors, c'est-à-dire la différence, c'est que les Russes, quand ils ont annoncé Sputnik, il était dans l'espace. Ils ont dit, on a envoyé ça. Donc la question de droit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, se posait pas, c'était comme ça. Ils ont dit, on vous prévient qu'on a un satellite qui est dans l'espace et qui fonctionne. Voilà. Bon. Alors que les Américains, ils ont dit, on va faire un petit pamplemousse, etc. Et puis alors, c'était transparent, beaucoup plus transparent, donc on savait quand ça marchait pas. Les Russes qui... Bon, alors, je sais pas, il paraîtrait qu'il y aurait à un moment un truc qui a explosé avec 126 personnes qui sont mortes. Ça n'a pas été officiel. Hein. Voilà. Du moins, je ne me souviens pas que l'avoir dit à l'époque. Mais bon. Alors, donc... Là, à ce moment-là, les Américains, donc pleine période de guerre froide, les Américains veulent montrer que... C'est moi qui ai le plus gros biscotto. Hein. Enfin, c'est vrai que la technique, elle compte dans la guerre, hein. Hélas. Bon, donc les Américains, alors, en 58, donc, juste après le premier Sputnik, la NASA est fondée, et les Américains lancent le programme. Alors ça, c'est Kennedy qui lance, qui dit avant la fin de la décennie, il y aura un homme sur la Lune. Alors il y a eu beaucoup évidemment des gros efforts qui ont été faits, et la preuve, donc le directeur qui est déjà, c'était James Webb, et alors ce qui fait que le prochain satellite, c'est le télescope spatial, va s'appeler James Webb Telescope, en l'honneur, par nostalgie de cette glorieuse période. Voilà. Alors, le premier homme sur la Lune avec Neil Armstrong, c'est Neil Armstrong plutôt. Alors, je voudrais savoir qui est le type à la NASA, dans les communicants de la NASA, qui a trouvé un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Parce que je ne crois pas que ça soit lui. Au moment où on met le pied sur la Lune, je ne crois pas qu'on ait le courage. Non, l'esprit, on va pas se demander comment ça va se passer et puis se dire qu'il ne faut pas se casser la figure. Et alors, l'esprit de faire un mot historique, ça me paraît un peu douteux. Alors, le type, c'était vraiment un type très fort. Mais peut-être, hein. Voilà. Donc, alors ça c'est on voit Neil Armstrong quand même qui prend la photo, qui est dans le casque de son... Alors il y en a un qui a été sacrifié dans l'histoire, qui est resté dans la... Collins. Oui, voilà. Le troisième, il n'a pas été sur la Lune. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé la parole du deuxième. C'était quoi? Donc c'est Aldrin qui a mis le pied en disant splendide désolation. C'est pareil. Non, parce qu'on a toujours répété la première parole, et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir mis ça. Parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe, il y a un ciel noir, mais c'est splendide. Alors, il y a eu 6 missions jusqu'en 72, et alors, ici après ça, donc, les États-Unis ont prouvé leur supériorité technique sur les Soviétiques, et dans d'autres dépenses de Vietnam suspendent les programmes Apollo. Alors, on se trouve dans les situations paradoxales. Disons que moi, j'ai un certain âge, de mon temps, les gens allaient sur la Lune, mais maintenant, il y a 2 générations où les gens n'y vont plus. Alors évidemment, du coup, les jeunes trouvent ça extrêmement curieux, et du coup, déjà qu'il y a des gens qui ont toujours tendance à penser que les choses sont inventées, hein, eh bien, on raconte aussi que c'est une blague, quoi. La théorie du complot. Voilà, la théorie du complot. La théorie de la blague. Alors, voilà, c'est une photo qui alimente la théorie de la blague. C'est en donc Apollo 16, et c'est John Young, il est mort il y a peu de temps. Hein. Voilà. Et alors, le problème, on dit oui que c'est faux, il n'y a pas d'ombre. Alors, il n'y a pas d'ombre parce qu'il saute. Alors, il saute en vérité, il fait le salut militaire, ils sont tous photographiés en train de faire le salut militaire au drapeau. Et alors, son ombre, elle est là. Et là, c'est pour montrer. Alors, ils sont en faisant le salut militaire, et c'est pour montrer que la Lune, on est plus léger sur la Lune, et l'ombre, elle est là. Évidemment. Voilà. Mais alors, après ça, il y avait aussi le truc, oui, mais il y a un drapeau, et on voit bien que le drapeau, il n'y a pas d'atmosphère, donc le drapeau devrait tomber. En fait, quand il y a eu le premier sur la Lune qui a mis le drapeau, tout de suite, en 69, je me souviens très bien qu'à l'époque, les journalistes avaient dit le drapeau tient parce qu'il y a une barre de fer qui le maintient. Bon, alors moi je m'étais posé la question de savoir, je trouvais quand même qu'il façaillait un peu. Mais
Alors, j'ai vu un site où ils disent, alors évidemment, on peut toujours dire que c'est des photos truquées, hein, ça c'est sûr. Ils montraient il expliquait ça, et montraient une autre photo prise un petit peu avant ou un petit peu après, qui avait exactement les mêmes plis, et ils disent, il n'est pas agité par le vent, c'est simplement qu'il est déplié, il est froissé. Voilà. Alors évidemment, ça peut être, vous voyez bien que la photo est truquée, puisqu'il y a exactement les mêmes plis d'une photo à l'autre, mais s'il est froissé, il est froissé. Voilà. Alors ça, c'est une des photos qui a alimenté la théorie de mais c'est pas vrai, on vous raconte des blagues. Mais c'est vrai, ce qui est très étonnant, c'est que quand même, une technique tout à fait formidable, on arrive à faire des choses extraordinaires, et tout d'un coup on arrête, pendant 2 générations on arrête, ça c'est, et sciemment. C'est pas parce qu'il y a eu une guerre, c'est pas parce que les gens sont devenus pauvres, etc. Ou c'est pas parce qu'il y a eu un tremblement de terre qui a tout détruit, ou une invasion martienne. Ça coûtait cher quand même. Oui, bien sûr, mais c'est la raison. Et ça a rapporté quoi? Voilà, alors ils ont justement, du point de vue scientifique, il y a des gens qui se sont plaints justement parce que les astronomes se sont plaints que c'était pas vraiment, bon, il fallait quand même que les types soient un peu costauds, qu'on n'a pas envoyé des astronomes, etc. Alors ils ont ramené des échantillons lunaires, ils ont aussi, alors ça j'aurais pu montrer une photo, mais bon, posé, alors ça a été fait également par il y a des sondes soviétiques qui ont été sur la Lune, qui sont revenus, qui ont fait des trucs et tout était robotisé, 100 personnes. Hein. Et les sondes soviétiques ont aussi posé des réflecteurs sur la Lune. Donc les réflecteurs sur la Lune, ça sert à partir d'observatoires terrestres, en particulier il y en a un à Grasse, dans le plateau du Calerne, avec un tir laser. Ça sert à déterminer la position de la Lune d'une façon extrêmement précise. Et ça c'est très très important pour les gens qui font des calculs de satellites artificiels. Alors je veux dire aussi qu'il y a eu un glissement sémantique, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est comme ça, c'est que autrefois on appelait, avant 58 en particulier, on appelait un satellite, c'était la Lune, et c'était Io, Europe, Ganymède et Callisto, etc. Voilà. Alors après, on a appelé les satellites faits comme ça, c'était des satellites artificiels. Hein. Et maintenant, le mot satellite n'est appliqué que ce qui est autrefois appelé des satellites artificiels, et quand ce sont des satellites naturels, on les appelle des lunes. Et maintenant, tout le monde utilise le mot lune. Les astronomes utilisent le mot lune. Oui, non, mais c'est très étonnant, parce que moi j'ai vu comme ça les mots qui changent. Vous savez, quand on a justement, l'histoire quand Hubble a trouvé donc, que l'Andromède était une nébuleuse à l'extérieur ça s'était appelé, au début on a appelé ça des nébuleuses extragalactiques, après ça on a appelé ça des galaxies extérieures, et puis maintenant on appelle ça des galaxies, avec un petit G, quand c'est un grand G c'est la nôtre. Oui, donc là on voit des exemples où les mots, et ça c'est très intéressant parce que on voit comment il y a un glissement, puis par exemple aussi il y a le fait qu'en anglais il n'y a pas le mot astre. Hein, le mot astre n'existe pas, c'est bizarre. Du coup eux ils disent d'un objet, et du coup nous on parle toujours des objets célestes, alors que nous on a le mot astre. C'est pour moi un objet pour moi un objet c'était un petit bidule en porcelaine, un petit bibelot en porcelaine qu'on met sur une étagère, c'était pas une galaxie de 200 milliards d'étoiles. C'est plus générique peut-être. Le mot objet est plus générique que astre. Ah ben non, pas du tout. Au contraire, un objet c'est n'importe quoi. Un astre. Oui, c'est plus générique. Bah oui, mais ça englobe tout quoi. C'est plus large comme sens. Oui, mais enfin, un astre, c'est plus précis, justement. Oui, c'est ça qu'il a dit. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas ce mot-là en anglais. Voilà. Bon, enfin. Alors, je lutte pour qu'on réutilise le mot astre. Voilà. Et puis le drapeau, le fait qu'il flotte, oui. ça pose pas un problème? Ben non, il flotte. Alors, j'ai expliqué. Il écoute pas. Enfin, il est occupé par. Je ne peux rien dire, il est occupé par la technique. J'ai dit que, quand le premier, en 69, le journaliste a bien expliqué que si le drapeau se tient comme ça, c'est qu'ici, il y a une barre. Il y a une barre. Et ça, le fait qu'il a l'air de faceiller, c'est pas du tout à cause du vent, c'est parce qu'il était plié pour prendre moins de place dans la fusée, dans le module qui s'est posé sur la Lune, et ce sont les plis de froissure, de froissement. Je sais pas comment on dit, voilà. Enfin, je vous dis, ça c'est des arguments qui les gens disent, mais vous voyez que c'est pas vrai, etc. Et ça a été tourné dans un des studios d'Hollywood, etc. Voilà. Bon, alors, ça c'est la Lune, donc. Alors évidemment, on a fait après beaucoup d'études sur la Lune, on a envoyé des tas de satellites, on a maintenant beaucoup d'informations sur la Lune. Je voulais montrer simplement les choses les plus marquantes. Hein. Voilà.
Alors, la planète Mars, alors très vite, alors depuis 1960, alors oui, au début, je vous dis, novembre 57, hein, un but pour les engins spatiaux. Malheureusement, la proportion d'échecs est plus grande que celle des réussites. C'est incroyable le nombre de choses qu'on a lancées vers la planète Mars et qui n'ont pas, ça n'a pas marché. Bon, alors dans le début, les compétitions se passent encore entre les URSS et les USA. Alors, il faut dire que les Russes n'ont spécialement pas de chance, que ce soit les Soviétiques, où ils ont quand même réussi des choses depuis ce temps, mais même à l'heure actuelle, ils ont renoncé parce que tout ce qu'ils avaient envoyé, ça n'a pas marché. Le dernier qui n'a pas marché, je vous le dis tout de suite, c'est un truc de la NASA. Et alors, ça a marché à moitié, mais le truc qui devait se poser sur la planète, en fait, s'appelait Schiaparelli. L'atterrissage de Schiaparelli. L'atterrissage de Schiaparelli. Oui, je dois dire que je trouve que nommer, j'aimerais savoir ce qu'a fait Schiaparelli, à part lutter pour, enfin, à part faire des tas de trucs absolument incroyables pour les canaux de Mars. J'aimerais savoir quel est l'apport de Schiaparelli à l'astronomie, à la connaissance astronomique. Je trouve que lui donner un nom d'engin spatial, je trouve que les Italiens s'ébrouillent très bien. Jamais il y a un nom de scientifique français. Jamais. Quand il y a eu justement, là, vers la comète Chury, donc c'était Rosetta et Philae, très bien, mais pourquoi pas Champollion? Alors chaque fois que je rencontre Francis Rocard, je le bassine avec ça. Peut-être qu'un jour il finira par m'entendre. Non, mais il y a quand même des scientifiques français. On pourrait appeler Lagrange, on pourrait appeler Descartes, on pourrait appeler... Ah oui, Lagrange. Ben oui, Descartes, enfin il y a quand même de quoi faire. Hein? Ben non, jamais. Les Français se débrouillent mal. Cassini. Pardon? Il y a eu Cassini. Oui, mais enfin... Bon, les Italiens n'étaient pas complètement absents non plus. Hein. Les Italiens n'étaient pas complètement absents non plus. Non, les Italiens se débrouillent très bien. Bon, vous allez voir, là, c'est pareil, le truc qui lance vers Mercure s'appelle Bepi Colombo. Bepi Colombo, il sûrement très bien, c'est un monsieur très bien sûrement, mais il a découvert la période de Mercure. C'est intéressant. C'est sûr, c'est très très bien quand on étudie Mercure, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres scientifiques qui ont davantage révolutionné la connaissance scientifique et la méthode scientifique depuis que le monde est monde? Bon, enfin, c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. Bon, donc, alors j'ai pris des listes, j'ai été regarder là sur internet, alors la liste de tous les engins qui ont été lancés sur Mars, alors, il y en a des pages et des pages et des pages et des pages. Et voilà, alors Mariner 4, premier qui s'approche de Mars de sa mission. Bon, alors, je vous dis particulièrement malchanceux. Hein. Alors, une cinquantaine d'engins spatiaux ont été lancés vers la planète Mars, au moins, hein, au moins. Il y en a encore de magnifiques réussites, quand même. Hein. Voilà. Alors, la première image prise de Mars, hein, voilà. Mariner 4, la première image. Ah oui, excusez-moi, j'aurais dû traduire, là, je suis désolé. Voilà, la première image de Mariner 4 qui monte les cratères, voilà. Mariner 7, hein, en 69. Alors, ça, c'est des trucs américains, voilà. Alors là, il s'est passé un truc fantastique. Ah oui, je me transfère dans mais j'ai pas grave. Voilà, alors ça c'était 76, l'Union astronomique internationale à Grenoble et conférence de Carl Sagan, et il nous montre cette photo-là. C'était quelques jours après. Hein. Voilà. Alors là, je veux dire que voilà le premier paysage martien. Je veux dire, ça on n'oublie pas, hein. Ça on n'oublie pas quand on a assisté à ça. Bon, alors il paraît que les couleurs sont exagérées, qu'il n'avait que 3 couleurs, que le type qui mettait les couleurs était quelqu'un qui a travaillé à Hollywood. Mais je veux dire que les photos, les images qu'on a eues après, beaucoup plus détaillées, n'étaient pas fondamentalement différentes comme couleurs quand même. Alors ils ont peut-être été revus depuis quand même. Voilà. Alors première couleur, voilà. Et, alors ça c'est Viking 1, Viking 2, au mois de septembre. Voilà, alors un autre, Viking 2, voilà, un peu plus tard. Alors ça, ils ont jugé. On voit où il a gratté, là. Pourquoi il y a un machin blanc, là, au milieu? C'est un bout de satellite, ça qui s'est détaché, et à côté, on voit où il a gratté pour aller chercher de la Terre. Ah bon? Ouais. Mais il n'a pas gratté, pourquoi il grattait, là? Ils sont allés chercher des échantillons de terre pour... Déjà? Oui, pour chercher la vie. Ah bah oui, ça Ils les chauffaient dans leur four pour voir ce qui en sortait, et ils cherchaient les molécules organiques. Mais des Viking 2. Voilà, alors j'ai le sur le site de Viking, alors ils disent que c'est en fausse couleur, hein, ça. Ah oui, c'est la gile blanche. Oui. Enfin, le ciel ne devait pas être bleu, quand même. Hein. Voilà. Bon, alors, la planète Mars, donc il y a eu beaucoup de choses. Alors actuellement, il y en a énormément, vous voyez, qui sont quand même autour de Mars. Mars Odyssey a été lancé en
en 2001. Voilà, Mars 508 heures. Alors, je marquais quand c'était pas la NASA, à Maven, je sais plus. Voilà, alors il y en a de l'Inde, il y a ExoMars Transgas Orbiter de l'Europe et la Russie. Voilà, alors, il y a. Bon, alors il tourne autour, il donne évidemment énormément d'informations très chouettes. Et alors, actuellement encore au travail sur Mars, il y a encore Opportunity, mais qui devait être arrêté. Je ne sais pas s'il s'occupe encore de lui. Et Curiosity, donc qui a atterri en 2012. Voilà. Alors ça, c'est tous les engins spatiaux, enfin c'est les maquettes, je pense, enfin, qui ont été repris, voilà. Donc ici, vous avez les premiers qu'on voulait sur Mars. Le premier, il avait la taille d'une boîte à chaussures. Hein. Et puis, enfin, je me souviens, quand il avait été lancé, tout le monde était quand même à l'affût. Bon, ben ça, c'est Spirit et Opportunity, et puis ça, c'est Curiosity. Voilà. Alors, l'idée de Curiosity, donc, il est fait, lui, vraiment pour gratter et analyser lui-même les trucs qu'il ramène. Alors, il compare ça avec des cailloux qu'il a embarqués, puis au dernier moment, il y a les Français qui sont là-dedans, au dernier moment, ils ont l'idée de remettre dedans des météorites qui viennent de Mars. Je crois qu'ils y ont pensé trop tard. On a eu cette bonne idée, malheureusement, tout est prêt, voilà. Ils auraient voulu, du coup, retour à l'envoyeur. Mais non, mais c'est les gens qui font ça qui m'ont raconté ça. Hein. Mais ils m'ont dit, c'est dommage, on y a pensé trop tard, et du coup, là, on nous a dit, ben non, c'est trop tard. Alors on voit que c'est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus. Alors voilà les résultats. Alors évidemment, bon, il y a tout le temps de paysages absolument sublimes. À l'époque, chaque fois que je faisais une conférence, j'allais regarder les résultats où on était Spirit et Opportunity. Et chaque fois, il y avait tout à la NASA, on voyait les derniers paysages, les derniers trajets, etc. Alors donc Opportunity marche encore, voilà. Et Spirit, c'était enlisé, il y a déjà quelques temps. Alors, en essayant de le sortir, il s'était encore plus enlisé. Alors, du coup, le communiqué de la NASA, mais ça, c'est très fort. Hein. C'est très très fort. C'était Spirit a été promu au rang de station scientifique fixe. Et alors, ça, je veux dire que j'aimerais, moi, suivre des cours pour pouvoir. Non, mais c'est épatant. J'aimerais suivre des cours pour pouvoir donner une belle étiquette victorieuse à des échecs. Parce que, bon, mais c'est quand même extraordinaire comme jeu. Alors, ce qui est très marrant, c'est que pour Spirit Opportunity, ils avaient prévu que ça marcherait quelques mois, ça marche depuis des années, parce qu'ils avaient prévu que le sable qui arrivait sur les panneaux solaires allait empêcher la chute d'arriver dessus, la lumière du soleil. Mais en fait, il y a du vent et ça nettoie. Voilà. Donc il marche depuis très longtemps et c'est complètement extraordinaire. Et l'Opportunité a fait plus d'un marathon, hein, largement plus d'un marathon. Alors ça, c'est donc le résultat. Ah oui, alors, donc Curiosity, il a donc, vous voyez, de plus en plus sophistiqué, il a un bras qui gratte le sol, hein, et qui analyse, qui est fait vraiment pour ça. Parce qu'on sait maintenant que si la vie est sur Mars, elle est à l'intérieur de... Mais alors ce qui est très marrant, c'est que, en ce qui concerne tous les engins qui se sont cassés la figure sur Mars, moi je m'amusais à dire, c'est vraiment la preuve qu'il y a des martiens. Parce que les engins qui vont atterrir place de la Concorde, la DCA martienne les descend. Hein, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Et ils laissent ceux qui vont arriver dans un désert, ben ça ils en ont rien à fiche, donc ils les laissent arriver. Puis moi-même je me disais, bon ben faudrait peut-être pas que je raconte ça un jour à un journaliste parce qu'il ne sera pas du tout, il comprendra pas que c'est une blague. Mais ce qui est très étonnant, c'est que vous avez des sites web où il y a des gens qui pensent ça, il y a des tas d'Américains qui pensent ça. Que s'il y a eu tant d'échecs, c'est parce que ça a été descendu par la DCA martienne, et puis un truc, quand ça arrive dans un paysage comme ça, ou comme, attends, je vous montre un paysage, bon, voilà, bon. Voilà, un paysage comme ça, ben là ça gêne personne, donc on peut les laisser, pas la peine de gâcher des munitions pour eux. Voilà. Il y a peut-être moins de... Non, mais on a retrouvé des tas de choses là-bas. On a retrouvé un casque de la Deuxième Guerre mondiale. Ah non, mais alors c'est très marrant. Mais il y a toujours des défauts. Non, mais là, il y a des... Voilà, absolument. Alors là, j'ai regardé, je pense, sur le Community, ils montent une espèce de... une pierre qui a plus ou moins une forme de bonhomme. Alors, il y avait... La NASA a fait aussi un gars qui n'était pas du tout... qui n'était pas de bon goût aussi. Il y avait un... Une fois, ils ont trouvé, alors évidemment, à ce moment-là, la résolution n'était pas très bonne. Et ils ont trouvé une espèce de visage, mais comme vous voyez, un éléphant dans un nuage, ça ne veut pas dire. C'est un nom maintenant, c'est un nom très, très à la mode pour ces choses-là. Quand vous voyez un nuage qui a une forme d'éléphant, ça ne veut pas dire qu'il y a un éléphant dans le nuage. Hein. Ou alors vous avez un problème. Bon. Et alors là, alors tout le monde a dit oui, vraiment, c'est la preuve, regardez, l'extraterrestre. La NASA avait diffusé ce machin. Parce qu'ils trouvaient ça amusant, intéressant, rigolo. Mais après ça, ils s'en sont mordus les doigts, parce que tous les engins spatiaux qu'ils ont envoyés vers Mars après, ils étaient obligés de le faire repasser par ce point-là,
pour vérifier que ça n'était pas, que ça n'avait absolument pas une forme de tête. C'était simplement parce que le truc était, la résolution était très très mauvaise et que par conséquent ça faisait, bon, c'était une tête très jolie, mais ça, enfin, je vous dis, c'est comme quand vous voyez un éléphant dans un nuage, il n'y a pas ou un cheval, il n'y a pas un cheval dans le nuage. Hein. Voilà, donc après, et c'était pas une bonne idée de leur part, parce que ça alimentait justement tous les fantasmes impossibles. Et puis en plus, après ça, eux, ils ont été obligés, chaque fois qu'il y avait un satellite qu'ils envoyaient un engin spatial, de le refaire passer par le même point, même si c'était pas le plus intéressant et le plus commode du point de vue scientifique et du point de vue trajectoire. Alors ça, c'est le trajet. Alors vous avez donc 1 kilomètre en bas, c'est le trajet donc fait par alors ça doit être intéressant parce que je l'ai pris tout à l'heure sur le site de la NASA. Voilà, il faut sortir de tout, il faut prendre au dernier moment le trajet fait par Curiosity. Voilà. Alors ça, c'est des pierres observées par Curiosity. Alors c'est des comment ça s'appelle, stéroscopie, Stéroscopie. C'est pas des anaglyphes? Des anaglyphes, oui. Mais je ne sais pas, ça s'appelle pas, on dit plus anaglyphes. Quand j'étais petite, ça s'appelait pas ça. Oui, c'était des anaglyphes, j'avais des bouquins comme ça, c'était très chouette. Voilà. Alors voilà le détail. Hein. Comme vertébrale. Alors celle-là, elle bouge, ils ont montré, je suis désolé, je ne sais pas très bien comment on peut enregistrer, mais ils montrent qu'à quelques jours d'intervalle, les mouvements, là, c'est les vents qui font ces ondulations dans le sable, et en fait, ça bouge. Alors, sur le site, on le voit bouger. Hein. Voilà. Bon, alors voilà, ça c'est très très beau. Et alors voilà un paysage complètement... alors c'est toute une série de photos qui ont été rajoutées les unes aux autres. C'est le Mont Sharp? C'est le Mont Sharp, là? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je suis désolé, j'ai pas fait attention à ça. Ça ressemble, hein, il ressemble beaucoup à... Bon. Alors, bon voilà, donc ça c'est Mars, les derniers résultats de Mars, premier résultat, dernier résultat. Oui, alors en tout cas, les étaient très importants parce que c'était déjà la preuve que les canaux n'existaient pas. Alors ça, on le savait. Bon, il y en a qui n'ont jamais cru aux canaux, alors c'est très étonnant quand on étudie, quand on fait un peu d'histoire des sciences, de voir comment il y a pu avoir cette illusion pendant si longtemps avec tant de gens. Ça, c'est très très bizarre. Et alors, ce qui est très rigolo dans l'histoire des canaux, c'est que quand il y a eu les gens dessinaient ce qu'ils voyaient, alors à l'époque, on étudiait Mars quand il passait au plus près de la Terre, c'est-à-dire seulement à certaines périodes, etc. Donc, si vous aviez loupé le moment où il y avait des images, là, c'était loupé. Et puis alors, les gens dessinaient à la main. Puis quand il y a eu des photos, quand les photos étaient suffisamment précises et les télescopes suffisamment bons, on a pris des photos. Et ce qui est très étonnant, c'est que les gens qui croyaient aux canaux disaient « vous voyez bien qu'il y a des canaux ». Les gens qui ne croyaient pas disaient « vous voyez bien qu'il n'y a pas de canaux ». C'est Sur les mêmes vues. Oui, absolument. Ah, c'est très très curieux. Voilà. Donc, c'est Anthony Haddy qui a levé l'ambiguïté. oui, mais par contre, je suis désolé, mais Camille Flammarion dans l'astronomie, il ne parlait que de ça. Ah. Elle ne parlait que de ça. Il faut lire l'astronomie de ce moment-là. Hein. Bon. Ah oui, il croyait. Mais alors en plus, ce qui est très étonnant, c'est que les trucs étaient de plus en plus compliqués. Schiaparelli, alors il a trouvé des canaux doubles, vous savez, avec des oasis, etc. Pour quand on cure un canal, que l'autre puisse marcher. Et alors ils avaient tout n'existe pas. C'est très très étonnant. Vraiment, on voit vraiment que l'astronomie, c'est nommer les choses, à l'astrologie aussi, mais c'est vraiment nommer les astres parce qu'on nomme quelque chose qui n'existe pas. C'est étonnant. Bon, voilà. Alors ça, c'est important. Oui, alors donc c'est Carl Sagan donc, qui était très très tourné vers Mars, et c'est lui qui dit mais il faut creuser. Visiblement, les Martiens sont pas. S'il y a la vie, c'est la vie souterraine. Puis on trouve de plus en plus, est-ce qu'il y a eu de l'eau, pourquoi il n'y a plus d'eau. Bon, alors, la planète Vénus, c'était aussi très, très important, hein, était un but pour l'exploration spatiale, toujours de nouveau la concurrence entre les Américains et les Soviétiques très présente, et là aussi de nombreuses missions seules par un échec. Alors, premier résultat, voilà, mais là les Russes ont eu plus de chance. Hein. Il y a quand même beaucoup, ils ont quand même réussi. Ils ont loupé des choses, mais oui, il y a Vénéra 4, Vénéra 5 et Vénéra 6, voilà. Bon, alors, l'opacité de l'atmosphère de Vénus, donc l'atmosphère est opaque. Si on veut connaître la surface, il faut utiliser des radars. Et puis alors les radars, on récupère l'information, puis après on fait mouliner les ordinateurs pour recréer la surface. Hein. Donc les premiers, ça a été utilisé, donc obtenu d'abord par les sondes Vénéra 15 et Vénéra 16 en 83-84, et ça a été donc Magellan a fait 98, la sonde Magellan de la NASA, de 90 à 94, ça fait 98% de la surface, enfin presque tout. Voilà. Alors, après Vénus Express, donc
permet une étude détaillée de l'atmosphère, une cartographie détaillée des températures de surface. Alors, après les images suivantes, donc c'est Magellan, observation par radar, donc les couleurs sont inventées, mais, alors là c'est un peu, ils le disent quand même, hein, les échelles verticales ont été exagérées d'un facteur 22,5. Donc Vénus est un petit peu plus plat, un petit peu plus plat que ça. Voilà. Alors ça, donc vous divisez, voilà, vous divisez ça par 22,5 en hauteur, et ça fait quelque chose quand même un peu plus plat. Alors vous savez, Vénus, c'est cet endroit absolument charmant, où, avec des pluies d'acide sulfurique, mais il fait tellement chaud au niveau du sol que l'acide sulfurique est vaporisé avant d'arriver au sol. Alors c'est pas très... Évidemment, il faut faire attention que la Terre n'atteigne pas. J'ai pas très bien compris comment ça se fait que ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui, à un moment, a fait que l'effet de serre s'est emballé pour Vénus parce que c'est pas très loin de la zone habitable, quand même. Bon. Alors, pour les autres planètes, je suis désolée, moi je suis obligée de faire un survol parce qu'il y a trop de choses à dire. Hein. C'est extraordinaire comme truc. Non, mais c'est fabuleux. Alors, les sondes Voyager 1 et Voyager 2, c'est fabuleux. Ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, les 4 planètes géantes se trouvent dans la même région du système solaire. Hein. Donc, les sondes qui sont lancées vers donc ces planètes peuvent aller de l'une à l'autre relativement rapidement. Voilà, donc le programme est lancé. Alors il y avait un autre programme qui avait été prévu qui s'appelait le Grand Tour, et puis finalement ça a été annulé, bon, puis voilà. Et ça a été accepté parce qu'on a dit qu'il faut profiter de l'opportunité, de l'occasion, que les 4 planètes géantes sont en même temps. Voilà. Donc Voyager 2 est lancé en 77, en 20 août 77, et Voyager 1 le 5 septembre, donc quelques jours après. Voilà les sondes voyageurs. Voilà. Bon, alors voilà le trajet, les trajets qu'ils auront. Donc ici, voilà, c'est lancé ici, voilà le lancement, hein, Jupiter, Saturne. Après, Voyager 1 s'en va, il n'y a que Voyager 2 qui continue, Uranus et Neptune. Alors, oui, donc entre lancé en 77 et il arrive à Neptune 12 ans après. Mais entre-temps, il y a eu 4 annonces complètement fabuleuses. Avec des choses. Et puis alors évidemment, plus il allait loin, plus on découvrait de choses. Hein. Voilà, voici une autre image des sondes voyageurs. Voilà. Alors, la sonde Voyager 1 arrive auprès de Jupiter le 9 mars 79 et Voyager 2 le 9 juillet. Bon, alors Voyager 1 découvre les volcans de Io, les anneaux autour de Jupiter et 2 planètes TB et Métis. Alors on savait à l'époque, on connaissait évidemment les anneaux de Saturne, et on connaissait les anneaux d'Uranus, qui avaient été découverts par une occultation stellaire. Hein. Et alors évidemment, la surprise quand on a découvert les anneaux de Jupiter, c'est que donc, est-ce que toutes les planètes ont des anneaux? Alors il fallait trouver les anneaux de Neptune avant que Jupiter arrive sur Neptune. Voilà, donc on a découvert les satellites. Voyager 2 découvre encore un autre satellite, prend des photos de la surface gelée d'Europe, qui est déjà interprétée comme une banquise sur un océan d'eau liquide. Peut-être dès le début on n'a pas tout à fait su, mais quand même, hein, ça c'est suffisant. Voilà. Alors alors les photos, ça c'est une photo de Voyager 1, je crois. Ces photos ont quand même été retraitées depuis. Hein. Elles ont été retraitées, elles n'étaient pas aussi. Mais alors, les couleurs, à mon avis, sont complètement fausses. Hein. Je ne vois pas qu'il y ait des zones bleues comme ça. Enfin, c'est très étonnant, ça ressemble à certains gâteaux, vous savez. Mais c'est vrai. Voilà, donc c'est la tache rouge de Jupiter. C'est une planète compliquée, Jupiter. Voilà encore. Ça ressemble à certains gâteaux meringués, vous savez. Alors là, il y a un satellite, c'est lequel là? C'est. Oh là là, voilà, ça, je sais plus. J'ai pas noté lequel c'était celui-là. Oh là là. Ah, c'est pas bien, j'aurais dû. Voilà. On voit ça. Voilà. Alors là, c'est Io. Bon, ça, on le sait. Voyager 2. Voilà. Alors Io. Voilà. Le volcan sur Io, c'est pareil. Ça n'était pas comme ça. La première image qu'on a eue, ça a été drôlement retravaillé par. En plus, les couleurs sont un peu bizarres, mais bon, voilà. C'est beau. Voilà. Alors, donc. Donc la grosse surprise. Là, ce qui est très étonnant, donc, c'est le nombre de satellites qui ont été découverts, hein, en tout. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est vous ne pensez pas, moi je me souviens, pour moi ça avait été très surprenant. Bon, c'est pas ma spécialité, hein, mais ce qui a été très très surprenant, c'est combien les satellites étaient différents les uns des autres. Ça, c'était très étonnant. Ça a été très étonnant. Bon,
Alors, oh, excusez-moi, j'ai oublié de changer un truc, là, c'est Saturne. Hein. Voilà. En 80, oui, ça, je suis désolé. Et après, Voyageur 2 en 80. Donc, 3 satellites, Attal, Prométhée, Pandore. La surface d'Encelade sera le parfaitement brillant. Titan, oui, alors je suis désolé, là, j'ai oublié de changer. Bon. Titan présente une atmosphère épaisse riche en azote. Alors, Voyageur 1 s'en va et entame le périple qui lui fait quitter le système solaire. Et alors, on peut toujours l'inactiver. Voyageur 2 observe Tétis, Japet et Encelade, qui prend une surface à moitié jeune, à moitié ancienne. Alors, découverte du motif hexagonal au pôle nord de Saturne. Mais je n'ai pas trouvé vraiment l'image de Voyageur, mais c'est bon, on va voir après. Alors, Voyageur 2 continue tout seul son voyage vers les 2 planètes géantes qui restent à observer. Voilà. Alors, donc voilà Saturne. Alors, voilà le motif hexagonal. Alors, voilà, en haut, alors, bon, j'ai un collègue qui travaille là-dessus, sur l'atmosphère des planètes, qui me dit que c'est explicable. Et moi, j'ai lu sur Internet que non, ils ne savent pas. Mais bon, je pense que c'est explicable maintenant. Alors, il y a ça au pôle Nord, mais il n'y a pas ça au pôle Sud. Hein. C'est magnifique hexagone. Et il est permanent, enfin, il dure longtemps. Pas permanent, je ne sais pas pendant combien de temps, mais on le voit d'une exploration spatiale à une autre. Hein. Voilà. Alors voilà une masse avec un gros cratère. Hein. Voilà, Encelade, très brillant Encelade. Alors après, on a découvert plus tard, on a découvert, vous savez, des geysers, des espèces de geysers dans le pôle sud d'Encelade. On pense donc qu'il y a sous Encelade, c'est le plus brillant de tous. Et on pense qu'il y a une couche de glace et qui est un petit peu plus mince au pôle sud. Là, voilà encore Encelade. C'est là le plus brillant. Voilà. Dionée. Voilà. Alors après, donc, Voyageur 2 arrive auprès de Jupiter le 24 janvier 86, elle découvre 11 satellites. Donc on descend des connaître 5 satellites, je crois, à l'époque, hein, quelque chose comme ça, en fait. Et tout de suite 11 d'un coup. Hein. Voilà, on connaissait quelques satellites à Uranus. Alors vous avez vu que, je ne sais pas, je n'ai pas raconté ça, mais que donc depuis la découverte des satellites de Jupiter, les satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto, on donne à Jupiter donc les noms. Les satellites de Jupiter, les noms des amoureuses ou des amoureux de Jupiter. Pour Neptune, on donne des noms donc, qui correspondent aux titans, c'est une période de la mythologie où il y a les géants, etc., si possible, qui correspondent à ça, ou qui correspondent à Neptune. Alors pour Uranus, comme il a été découvert par un Anglais, on lui donne des noms des personnages de Shakespeare. Et puis après, je crois que ça déborde un peu Shakespeare, hein, mais parce que maintenant, Uranus, ils ont tous, les satellites, les planètes géantes ont vraiment beaucoup de satellites. Alors là, et bon, on démontre que le pôle magnétique de la planète et son axe de rotation pratiquement dans le plan électrique, c'est-à-dire que Uranus tourne comme ça. Hein. Et alors les satellites tournent comme ça. Le seul satellite du système solaire qui soit dans le plan de l'écliptique et pas dans le plan équatorial de la planète, c'est la Lune. Voilà. Alors Uranus, alors on a vu partout ces photos-là, tout le temps, parce que d'un côté, il y a, pardon, je vais voir, voilà, Uranus, et puis de l'autre côté, du coup, ils vous montrent en fausse couleur pour montrer les différences de couleurs. Ça, c'est complètement des couleurs fictives, hein, mais ils le disent bien. Hein. Voilà, c'est pour montrer que c'est un peu plus clair au centre. Enfin, voilà. Bon, voilà les anneaux d'Uranus, qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Voilà. Alors ça, c'est Miranda, vous voyez, alors ça, c'est l'impression d'avoir une grosse fracture au milieu, c'est très très curieux. Voilà les photos, les détails de Miranda, tout à fait étonnants. L'Oberon. Toujours les héros de Shakespeare, hein, voilà. Alors après, Voyageur arrive auprès de Neptune, 25 août 89. Hein. Alors elle découvre 6 satellites. Alors au début on ne donne pas les noms, puis après on donne les noms. Pour premières images des anneaux de Neptune et premières images, oui, c'est pas les anneaux de Triton, c'est les premières images, c'est l'atmosphère de Triton aussi, excusez-moi. Et Voyageur 2 s'en va, quitte le plan électrique. Voilà. On ne veut pas de l'atmosphère de Triton, enfin bon, les premières images de Triton, voilà. Premières images de Triton. Voilà, donc, alors, voilà, Neptune, voilà, Triton. C'est bizarre, hein. Ah non, il y a des satellites qui ont vraiment des choses absolument extraordinaires. Voilà. Alors voilà donc le voyage à distance du Soleil, une astronomique, ça c'est pour Voyageur 1.
Voilà, alors survol de Jupiter, survol de Saturne, chose terminale, voilà, Héliopouse, entrée dans le dehors. Voilà. Alors là, c'est prévu plus tard, dans 2500 ans. Voilà. Pour l'instant, Et c'est 56 000 ans après, là, c'est ça? fin de recueil des données scientifiques, là. Oui, il doit être dans le nuage de Oort plus tard, donc il doit être. Comment si c'est pas dans les. Comment ça s'appelle là, là où il y a les flûtes, le truc, la zone de. Oh, ça Ceinture de Kuiper? Pardon? Non, il a dépassé la ceinture de Kuiper. Je ne crois pas. Ah, je sais pas sais. si bien, vous croyez? Ah oui, c'est dépassé, oui. Voilà, alors là, voilà, Voyageur 2. Alors ça, je veux dire honnêtement que j'ai pris l'image sur internet, mais j'ai pas pu la lire. Parce que c'était trop petit sur mon ordinateur, alors je me suis dit que je verrais ça au tableau, voilà. Dans 77, bon ben ça il est un petit peu en retard, hein, voilà, donc c'est pas la situation actuelle. Si j'ai vu que c'était pas plus rapide que ça, plus récent que ça, je l'aurais pas prise. Mais non, c'est là, on est là, pardon, j'ai des bêtises. Pourquoi ils l'ont fait à l'envers? C'est bizarre ces gens-là. Bon, c'est un peu curieux. Non, ça c'est le lancement, voilà, et puis voilà, on est là. Bon, c'est pas très net, hein. Bon. elle est pas nette dans tous les sens, mais je l'ai prise en disant peut-être que sur le tableau elle sera bien, voilà. Bon, alors ici, voilà, donc les majeurs sont là, hein, donc on est, alors, voilà, l'héliopause, voilà, le choc terminal, voilà, on est, théoriquement, théoriquement on est ils sont dans la ceinture de Kuiper. Maintenant, est-ce qu'on connaît vraiment tout à fait les dimensions? Voilà, il y a encore le nuage de l'Oort qu'on vient de connaître. Bon, alors évidemment, c'est en échelle logarithmique. Hein. Alors oui, alors ils ont envoyé une photo, une image ça fait déjà un bout de temps, de la Terre. Alors épée le blue dot, il y a une tache, un point bleu pâle, hein, comme dit Sagan, enfin que la Terre soit bleue vu l'espace, ça on le savait depuis très longtemps déjà. Il y a un Russe qui avait déjà dit ça en 1914. Bon, alors, les comètes, alors, on a donc les missions spatiales envoyées sur les comètes ont permis donc d'obtenir des informations. Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'on a encore envoyé depuis beaucoup de satellites vers ces planètes, etc. Alors il y a une chose dont oui, j'aurais dû parler. Il y a la sonde New Horizon qui a été lancée vers Pluton. Alors en fait, elle a été lancée avant qu'on décide que Pluton n'était pas une planète, hein, que Pluton était une planète naine, que c'était vraiment un objet, comme il y en avait beaucoup d'autres dans la ceinture de Kuiper, et que en fait c'était beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas pu tout mettre, voilà, que en fait Pluton était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est pas une boule toute simple comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et puis c'est pareil, c'est des objets multiples. Bon, alors, les missions spatiales envoyées près des comètes donc, ont permis d'obtenir des informations tout à fait surprenantes, ont montré que les comètes étaient des objets beaucoup plus compliqués. Voilà. Alors, les premières. Alors ça c'est surtout l'ESA qui a fait des missions, j'ai l'impression, ou alors j'ai loupé les informations électriques de la NASA, c'est possible. Hein. Donc, évidemment, alors la comète de Halley est la plus célèbre de toutes les comètes, période de 76 ans, c'est à partir de cette comète qu'on a vérifié que les comètes étaient des objets qui revenaient, avaient une trajectoire qu'on pouvait calculer, et comme c'est Halley donc, qui a fait ces calculs-là, c'est la seule comète qui n'a pas le nom de son découvreur. Hein. Alors voilà donc le sonde. Alors la sonde Giotto, alors, elle s'appelait Giotto, pareil, les Ukrainiens développent très bien, parce qu'ils disent que l'image à Padoue, il y a une fresque qui représente la nativité et l'étoile, l'astre des rois mages, on ne sait pas ce que c'est en fait. Hein. C'est une comète et ils disent que c'est la première représentation scientifique de la comète. On a des représentations beaucoup plus anciennes, en tout cas il y en a une qui date de 1066 et qui est celle de la comète sur la tapisserie de Bayeux. Et c'est peut-être la plus ancienne représentation de la comète de Bayeux. Je ne sais pas s'il n'y en a pas dans les. J'ai pas vérifié ça s'il n'y en a pas dans les chroniques chinoises.
Mais sur la comète de Halley, c'est celle qui est représentée sur la tapisserie de Bayeux. Hein. On va peut-être envoyer en Angleterre, ils ne la prendront pas. On n'a pas. On prend des risques, voilà. Bon. Et donc, la tapisserie, oui. Et ça a été signe, pour Harold, c'était signe de malheur, et pour, voilà, à partir du moment où on peut calculer, c'est plus signe de malheur. Mais pour Guillaume, ça a été signe de bonheur. Alors voilà donc les vues du boyau de la comète. Voilà, comète de Halley par la sonde Giotto en 86. C'était quand même très étonnant. C'était quand même très très beau quand on a vu ça pour la première fois. C'était quand même très beau. Alors la NASA n'avait pas voulu participer à ces choses-là. Ça, c'est les centres européennes. Bon, alors les derniers, ben, ça a été fait. Japonaise. Et japonaise. Oui, japonaise, oui, mais les Américains n'ont pas voulu. Enfin, ils se sont quand même débrouillés pour. Alors ici, la comète 67P, donc découverte en 67, hein, P périodique, par Churyumnikov, Gerasimenko. Alors à l'époque, ils étaient soviétiques, maintenant ils doivent être ukrainiens, je pense. Elle était au départ en 67. Hein. Alors on a étudié, donc on a pu calculer sa période, etc., parce qu'elle est passée quand même un certain nombre de fois, et la période est à peu près ça, 6,5 ans. Donc, alors là, c'était beaucoup plus sophistiqué encore. Première fois qu'un engin spatial... Alors en fait, je crois qu'à l'origine, c'était une autre comète qui était prévue, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème donc, dans les lancements de satellites et de choses comme ça, et à ce moment-là, toute la hiérarchie, toute la chronologie a été décalée, parce qu'on fait d'abord passer les satellites qui sont pour les transmissions ou des choses comme ça, ou les satellites commerciaux, et du coup, le satellite prévu pour une comète, eh bien, il a fallu changer de comète. Bon, enfin voilà, donc ils ont donc choisi cette comète-là. Alors c'est la première fois qu'un engin spatial est placé en orbite suit une comète, et c'est la première fois qu'un engin spatial, donc Philae, se pose sur une comète. Voilà, voilà, alors, voilà Chury et Rosetta, au plus près du Soleil. Voilà. Alors ça s'est fait il y a 4 ans, hein, quelque chose. Voilà. Non, il y a 2 ans, il faut pas dire de bêtises. Enfin, oui, ben non. Voilà. Si c'est ça, alors là, ça arrive, réveil de Philae, voilà, 13 août, en 14. Et puis après ça, c'est... Voilà, pardon, c'est bien ça, il y a 4 ans, presque 4 ans. Voilà, 3 ans et demi, disons. Voilà, et la Rosetta accompagne. Alors, donc, on lance Philae, le Philae tombe, voilà les chiffres intéressants, les chiffres de la maison Rosetta. Voilà. Bon. Alors déjà la forme de la comète est extrêmement curieuse, hein, parce qu'elle est vraiment l'air de deux choses différentes. Alors au début on a dit qu'il y avait certaines parties plus friables et qui avaient disparu plus vite que d'autres et que c'est pour ça qu'il y avait cette espèce de colle d'étranglement. Après ça on a dit que non, c'était pas ça, que c'était au contraire. Enfin je ne sais pas très bien quelle a été la conclusion qui a été tirée de ça. Enfin voilà, alors là on voit que la comète dégaze. C'est très intéressant justement de voir comment la comète dégaze. Voilà. Alors donc on a des détails qu'on n'avait jamais eu avec aucune comète. Alors Philae a été lancé, alors c'est compliqué parce que la comète est un objet qui n'est pas très massif, hein, et par conséquent la sonde de Philae ne peut pas tomber rapidement dessus. Il n'y a aucune raison. Il faut, disons, faire les choses en douceur. Et alors ça, c'est une des erreurs qu'il y a dans Tintin, que le capitaine Haddock il est attiré par un astéroïde, c'est Eros ou quelque chose comme ça, mais ça c'est pas possible. Ça c'est une erreur parce que l'astéroïde n'est pas assez gros pour l'attirer. La force de la gravitation n'est pas suffisante. Hein. C'est une des rares erreurs qu'il y a dans le marché sur la Lune, ça. Et le capitaine Haddock ne peut pas être attiré à ce point-là par un astéroïde, il n'est pas assez massif. Donc là, la comète n'est pas un objet extrêmement massif par rapport à la Terre, par exemple, et on est bien accoudé à la Terre. Voilà, donc la sonde ne va pas s'écraser, va vraiment tomber en douceur, mais il faut bien viser. Alors là, évidemment, on ne sait pas tout. Il y a une patte qui ne s'est pas bien mise, enfin bon, alors
on sait qu'elle s'est posée, qu'elle a rebondi, et puis finalement, voilà. Et alors voilà, donc ça c'est le détail les différentes parties, les différentes structures qu'il y a dans la comète, les différentes roches différentes et constituants différents de la comète. Oui, c'est très très compliqué. Alors du coup, on a des informations tout à fait extraordinaires. Et voilà. Bon, ben, j'ai pas parlé, j'aurais pu parler aussi des satellites du Soleil, parce que maintenant, il y a des satellites qui observent le Soleil en permanence, hein, donc l'activité solaire, qui ont aussi détecté qu'il y a beaucoup de comètes qui tombent dans le Soleil. Hein, le Soleil nous bouffe nos comètes. Hein. Qu'est-ce que j'aurais encore pu raconter? Vous savez, je me suis rendu compte qu'on aurait pu en parler encore beaucoup plus longtemps. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il fallait parler des choses les plus récentes ou, bon, je le dis que vous avez déjà vu ça, on a vu ça il n'y a pas très longtemps dans les actualités, les premières choses qui sont quand même très importantes et qui ouvrent une nouvelle voie. Mais ce qui est très étonnant, c'est que les choses ont été très vite. Hein. Les choses ont été très vite quand on voit que le premier satellite, c'est en 57, et on voit que très vite, tout le monde s'est mis à faire ça. Hein. Voilà, et tout de suite, ça a été pour faire l'astronomie. Tout de suite, ça a été pour faire l'astronomie. Puis voir en infrarouge. Pardon? Voir en infrarouge, voir en ultraviolet, tout ça. Oui, bien sûr, absolument. Les satellites pour ça. Absolument, mais là, ça, bien sûr, mais c'est la deuxième. Là, je faisais un truc sur les visites dans le système solaire. Hein. C'est donc la première partie des sondes. Alors évidemment, si on veut parler des satellites en astronomie, c'est encore tout autre chose. Mais c'est simplement le fait d'être au-dessus de l'atmosphère. Et ça, c'est encore un autre intérêt absolument fondamental des techniques spatiales aussi. Hein. Oui, parce qu'on était aveugles, quoi. Toutes les longueurs d'onde étaient aveugles. Oui, heureusement que. Alors, si on fait. Moi, là, justement, l'autre semaine, là, quand il y avait la neige et tout ça, j'avais un stagiaire de 3e et je lui avais donné comme travail, parce que je trouve que c'est bien, de faire un rapport. C'est quoi ce qu'on dit en travail d'un astronome? Faire un rapport sur. Faire un observateur sur la Lune. Quels sont les avantages? Pourquoi faire un observateur sur la Lune? Quels sont les avantages? Et quels sont les avantages d'un observateur sur la Lune par rapport au spatial, par exemple? Et alors juste après, il y a eu deux pages dans le Monde là-dessus, donc j'ai compris que j'avais eu. Non, mais juste la semaine suivante. Hein. Il n'a pas pompé quand même. Il n'a pas pompé. Ah bah si, je lui ai envoyé. Sur le Monde. Je lui ai envoyé les pages. Il a déjà publié. Si, il a intégré des informations du Monde dans son rapport. Oui, bien sûr. Bah, c'est ça. On a des informations qu'on a quand on fait un rapport. Bien sûr, on ne crée pas. Non, parce que c'est intéressant ça. Parce que sur la Lune, il fait nuit tout le temps. En plus, la Lune, la Terre, d'abord il fait jour, alors ça, il y a l'alternance du jour, mais sur la Lune, même quand c'est le jour, le ciel est noir, en plus, la rotation de la Lune sur elle-même, c'est 29 jours, enfin plus ou moins, parce qu'il faut compter par rapport, etc. Oui. Donc vous avez la même portion du ciel que vous pouvez observer sans arrêt. Alors que sur la Terre, même s'il faisait nuit, la Terre tourne quand même. Quoi. Il faudrait être au pôle. Au pôle, et c'est pas si facile. Ou alors, sauf au pôle, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas observer n'importe quoi dans le ciel. Alors, puis en plus, James Webb, il est calculé, il va être calculé pour observer essentiellement dans l'infrarouge. Alors, il y a toutes les autres longueurs d'onde. Voilà, alors c'est ça l'idée. Alors. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir quelqu'un. Alors, ce que je n'ai pas réussi à comprendre, à décider, c'est ce qui vaut mieux. Si on fait une base sur la Lune, mais je crois qu'on ne donnera pas mon avis, parce que j'ai des gens beaucoup plus compétents, évidemment. Mais j'ai pas réussi à discriminer s'il fallait mieux mettre la base sur la Lune face à la Terre, de façon à pouvoir communiquer plus facilement, ou de l'autre côté, pour la totalité du ciel, ne pas être ébloui par la Terre, parce que l'éclair de Terre sur la Lune, c'est beaucoup plus important que l'éclair de Lune sur la Terre. C'est beaucoup plus important parce que l'albédo de la Terre est plus grand que celui de la Lune, enfin la Terre reflète la lumière beaucoup mieux, et qu'en plus elle est 4 fois plus grande. Donc le clair de Terre sur la Lune est très très important. C'est la lumière cendrée. C'est la lumière cendrée. Voilà. Mais alors mais si on met la base de l'autre côté, à ce moment-là, il faut savoir comment communiquer avec la Terre. Est-ce qu'il faut mettre des satellites? Est-ce qu'il faut mettre une station intermédiaire? On peut mettre une station intermédiaire sur les bords, quoi. Voilà. Alors ça, j'ai pas réussi à expliquer à mon stagiaire. J'étais pas très en forme non plus, je sortais de la grippe. Le vendredi, c'était un peu de... Il travaillait bien.
Que non, oui, il était très gentil. Bah, c'est-à-dire qu'il m'avait entendu à la radio, alors. Je ne sais plus s'il m'a entendu à la radio ou sur Internet. Enfin, c'était une émission de France Inter. Non, France Culture. France Culture. Et du coup, donc c'était l'année dernière au mois de novembre, c'était ça, ou l'année d'avant? Non, c'était ça. Non. Enfin, bon, il y a déjà certains problèmes. Et du coup, c'était il y a 1 an et demi. Enfin, un peu plus, 1 an, 3 mois. Voilà. Et du coup, il m'avait demandé de venir faire son stage avec moi. Alors moi, évidemment, j'étais... C'est bon pour mon ego. Comment voulez-vous refuser je me sens la vedette dans un cas pareil. J'espère que la caméra est arrivée. Voilà. Donc